Dorian Malovic, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes chef du service Asie au journal La Croix. Vous êtes l'auteur de Corée du Nord, la Corée du Nord en 100 questions chez Talendier. Et vous revenez de ce pays où vous avez passé 10 jours. 10 jours. Voilà, 10 jours, c'est exceptionnel, 10 jours. C'est compliqué d'aller en Corée du Nord? Et je crois qu'il faut une patience très très grande. J'ai mis des années. Je crois que la délégation ici à Paris de Corée du Nord avait lu les ouvrages que j'avais écrits avec Juliette Morio et ils ont considéré que je devais mériter un visa et que je devais aller voir sur place pour me faire une meilleure idée de ce qu'était leur pays. Parce que vous étiez un journaliste pas trop méchant avec le régime nord-coréen, c'est ça qu'ils ont estimé? C'est pas vraiment ça, c'est qu'ils se sont dit que généralement c'est tellement diabolisé. Ouais, Depuis des années, que tout est tellement négatif qu'il y a peut-être autre chose à aller voir. Et moi, je me suis dit, je vais aller voir, et enfin, j'ai été vu. Ouais, enfin, vous savez que vous n'avez pas tout vu, parce que non. vous êtes accompagné. Comment ça se passe? Racontez-nous. Vous arrivez à l'aéroport, on contrôle vos bagages, vos téléphones et votre ordinateur. Bon, ça, moi, je me suis renseigné avant. Et votre guide accompagnateur vous attend à l'arrivée quand vous passez la douane. Et pendant 10 jours, finalement, il ne m'a jamais quitté. Et on a fait 1200 km en voiture, en marque Toyota 4x4, je rappelle, donc marque japonaise, donc ce n'est pas si fermé que ça. Ouais. Et finalement, moi, je suis parti sur l'idée que... Mais vous n'aviez pas le choix de ce que vous alliez voir. C'est votre guide qui vous a emmené là, puis là, puis là, comme dans les voyages en URSS d'antan, quoi. Si vous voulez, moi, j'avais demandé simplement d'aller en province et sur la côte Est, de l'autre côté. Déjà, ça a été accepté, et 1200 km, on a le temps de voir, au moins de regarder. Alors après... Moi, je vois, je regarde, je décrypte et je me fais une idée. Mais maintenant, je sais qu'en revenant maintenant, j'aimerais retourner parce que je sais qu'il y a plein de choses que je n'ai pas vues et qu'on ne m'a pas montrées, évidemment. Les camps, par exemple. Non, ça, on ne va pas vous faire une visite guidée des camps. Vous disiez que vous rouliez en Toyota. C'était une de mes questions, parce que c'est un pays qui vit en autarcie. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'iPhone? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Tout est fabriqué, tout est North Korea, made in North Korea? Alors en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a 3 marques de téléphones made in North Korea. Il y a des téléphones portables made in North Korea, fabriqués en Corée du Nord, qui sont évidemment bloqués comme une sorte d'intranet à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que c'est comme votre société, vous avez un intranet. Donc vous ne pouvez appeler qu'à l'intérieur, avec des gens qui ont les mêmes téléphones. Vous ne pouvez pas appeler à l'extérieur et vous ne pouvez pas recevoir d'appels extérieurs. Maintenant, ils fabriquent des téléphones, des télévisions, des ordinateurs, des voitures et des métros. Alors, est-ce que toute la population a accès à tous ces gadgets, ou est-ce que c'est comme dans la Russie soviétique, c'est seule la nomenclatura du régime qui a droit? Eh bien, encore une fois, il y a encore un cliché qui tombe. C'est beaucoup plus accessible que ça. Alors, évidemment, vous avez une classe d'affaires, parce que depuis 5 ans, vous avez quand même des réformes économiques qui sont arrivées. C'est à la taille de la Corée du Nord. Ce n'est pas les réformes économiques à la chinoise comme il y a 40 ans, mais ceci dit, vous avez quand même des gens qui font de l'argent, vous avez du commerce, et comme je le souligne, vous avez plusieurs monnaies étrangères avec lesquelles vous pouvez payer, et les Nord-Coréens peuvent payer avec, parce que beaucoup de transactions avec la Chine se font dans toutes les monnaies. Ça s'est libéralisé économiquement, ce qui fait que, par exemple, il n'y a plus des restaurants d'État, vous pouvez aller dans des restaurants privés. Vous avez encore beaucoup de restaurants d'État, mais vous avez beaucoup de restaurants privés qui s'ouvrent. Et vous avez pu payer en euros, je crois. Écoutez, j'ai regardé, j'ai demandé, j'ai vu des Coréens qui payaient en dollars. Et le régime accepte. La caissière, elle est au bout, puis elle a ses taux de change, et elle dit, vous pouvez les payer en quoi? Alors, qu'est-ce qu'on voit en arrivant? Racontez-nous l'ambiance. Qu'est-ce qui vous a frappé quand on atterrit là, dans ce pays mystérieux? Alors évidemment, c'est un pays quand même très fantasmé. Même moi qui ai tourné autour du côté chinois, je me disais, j'y suis maintenant, je vais quand même regarder, je vais écouter. Et c'est vrai que vous êtes surpris d'une part parce qu'on s'attend à quelque chose de plus terne que ce que vous... On s'attend à du noir et blanc, c'est pas le cas. Eh bien non, c'est beaucoup plus coloré que ça. Et finalement, les codes vestimentaires sont beaucoup plus variés qu'on l'imagine. Sur certaines photos, vous avez quand même des hommes qui sont avec une chemise rose, vous avez des tailleurs qui sont de couleur pour les femmes, des chaussures qui n'ont rien à envier à certaines autres chaussures qui viennent de Chine ou qui sont fabriquées en Corée du Nord. Donc, alors, tout ça sont des changements depuis 4-5 ans. C'est relativement simple. Mais ça change, et c'est évidemment pas l'opulence, mais ça n'est pas la misère. Est-ce qu'il y a la peur de la guerre nucléaire, parce qu'ils n'en sont pas loin quand même, ou est-ce qu'au contraire, ils sont très fiers d'avoir la bombe? Mais les deux, c'est-à-dire, ils sont très fiers d'avoir la bombe, mais pour eux, la bombe, c'est de la défense, c'est pas de l'attaque. C'est-à-dire, nous, on est prêts à être attaqués, mais on est prêts à se défendre. Guerre conventionnelle, tout le peuple qui est élevé
avec la menace américaine depuis 50 ans. Élevé, c'est-à-dire éduqué. À l'école, à la maternelle. Au jardin d'enfants, vous avez une capitale Pyongyang paisible et une armée qui est toujours là, qui est prête à rétorquer à une éventuelle attaque. Contre les méchants Américains. Contre les méchants Américains, référence à la guerre de Corée, qui ont quand même qui ont détruit toute la Corée à l'époque. On avait été frappé lors de la mort du père de Kim Jong-un, Kim Jong-il, de l'hystérie collective. Alors c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que ce culte du chef, est-ce qu'il y a un part de vérité, vraiment, ils admirent leur leader, ou est-ce qu'elle est totalement feinte parce qu'on est dans une dictature et qu'on n'a pas le choix, sinon on va au goulag? Écoutez, à l'époque, je me souviens, on m'avait posé la question, mais c'est pas vrai, ils font ça pour les caméras. Non, c'était vraiment, vous dites hystérie, c'est les gens qui pleuraient parce qu'ils ont perdu leur père. Parce que le système fait qu'il est fondé sur la dynastie des Kim, et le Kim au pouvoir, c'est le père, eux, c'est le peuple, et ils doivent tout à leur père. Mais ils sont élevés dans ça depuis la plus tendre enfance. Vous ne pouvez pas y échapper. On serait élevé là-bas, ce serait un peu la même chose. Mais je vous rappellerai, quand De Gaulle est mort, les gens pleuraient. Bon. Oui, mais enfin bon, vous comparez. Vous avez un regard assez bienveillant sur la Corée du Nord. Vous n'êtes pas un petit peu rattrapé par le syndrome de Stockholm là, dans cette affaire? Alors, je vous le dis en toute syndrome de Stockholm. Non, il n'y a pas de souci. Syndrome de Stockholm, c'est quand vous êtes pris en otage. Moi, je n'étais pas pris en otage. J'y suis allé, je savais où j'allais. J'ai une certaine distance. Vous n'aviez pas vécu cette sensation oppressante quand vous avez quitté la Corée du Nord? Vous n'êtes pas dit je retrouve la liberté? Ah non, pas du tout. Ah bon? En tant que journaliste, j'avais un visa officiel de journaliste. Je n'étais pas touriste. Je me suis dit, je serais bien resté encore une semaine pour aller plus au nord encore, vers la frontière chinoise. C'est un pays, mais à découvrir, qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'évidemment, pour le tourisme, tant qu'on n'y va pas, il y a quand même 100 000 touristes par an, 90% de Chinois, et il y a beaucoup d'Occidentaux qui y vont. Là, vous êtes plus encadré dans des minibus, et encore une fois, vous ne pouvez pas déroger, vous ne pouvez pas aller faire ce que vous voulez. Mais ça, c'est un pays qui est contrôlé, qui ne peut pas se permettre, me disent-ils. Notre système fonctionne en état d'urgence, en état de guerre, on se sent en état de guerre, et à ce titre-là est fondée l'idée que tout doit être surveillé, il n'y a pas de dissidence, il n'y a pas de liberté de penser. Il y a beaucoup de tensions avec la Corée du Sud, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec la réunification allemande. Est-ce qu'elle est dans les tuyaux? Vous vous dites que vous la verrez tôt ou tard, ou est-ce que ça reste une chimère, ça, la réunification? Alors on a pu tout le monde en rêve, enfin les Sud et les Nord, coréens, tout le monde en rêve secrètement. Mais elle a peut-être pris un chemin positif dans les années 2000, mais alors aujourd'hui, c'est une utopie totale et je ne vois pas aujourd'hui comment ça pourrait se réunifier. Quand vous dites que vous êtes français, qu'est-ce que ça évoque pour les Nord-Coréens? Ça évoque que je suis européen, mais surtout que je ne suis pas américain. Ah oui? C'est-à-dire? C'est-à-dire que je pense que leur attitude vis-à-vis des Américains, quand je leur ai demandé qu'est-ce que vous pensez des sanctions, est-ce que vous allez pouvoir répondre à ces sanctions, est-ce que vous allez pouvoir vous défendre, ils emploient des termes relativement très sévères avec ce salaud de Trump, ces salauds d'Américains, on va résister, on va se battre, on est tous unis. Donc vous êtes Européen, vous n'êtes pas Américain et vous êtes plus dans l'intermédiaire, si vous voulez, vous êtes entre les deux. Je suis ni japonais, ni sud-coréen, ni chinois. Est-ce que vous avez l'impression que ce combat-là, un peu viril avec Donald Trump, est-ce que ça peut dégénérer? Ou est-ce que maintenant qu'il a la bombe, il dit on ne m'embêtera plus, j'ai intérêt à me tenir sage? Alors, sans extrême bienveillance de ma part, comme vous l'avez dit, il n'a pas tort. Le fait d'avoir la bombe, finalement, le protège beaucoup, protège son régime, mais le protège évidemment d'une attaque. Si Kadhafi et Saddam Hussein avaient eu la bombe, peut-être que les choses ne se seraient pas passées comme ça. Mais au-delà de ça, c'est vrai que eux ne veulent pas attaquer qui que ce soit en premier. Je veux dire, ça, c'est une réalité. L'idée que la guerre peut éclater, aujourd'hui, en revanche, c'est une incompréhension de part et d'autre, un mauvais calcul, une erreur, un accident qui peut provoquer une étincelle et qui pourrait mener à un désastre. Parce que ça, ce serait des millions de morts et des conséquences jusque dans notre propre vie quotidienne. Merci beaucoup, Dorian Malovic, d'être venu nous décrire de plus près ce pays qu'on connaît évidemment très mal parce qu'il est très fermé, la Corée du Nord. Je rappelle votre livre, La Corée du Nord en 100 questions, c'est chez Talendier. Merci beaucoup. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Christophe Castaner devient le nouveau patron de La République En Marche. Décision d'Emmanuel Macron qui devra maintenant être entérinée par les militants. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Macron, nouveau parti, vieille méthode. Le débat était engagé, mais c'est bien de défendre ses idées. À bientôt pour un nouveau magazine, avec vrai, produits laitiers bio. Toute l'expertise de votre magazine d'actualité avec le laboratoire Mylan. Ça, c'était
c'était moi avant. Et ça, c'est le poids que j'ai perdu avec Comme J'aime. Vous voulez vous débarrasser de vos kilos en trop? Avec Comme J'aime, vous pouvez perdre en moyenne 11 kilos en 3 mois. C'est prouvé. Regardez Erika, elle a perdu 12 kilos. Et Christophe, 20 kilos en 4 mois. Testez une semaine, c'est gratuit. 7 petits déjeuners gratuits. 7 déjeuners gratuits. 7 desserts gratuits. 7 dîners gratuits. Appelez le 0800 015 015 0800 015 015. Comme J'aime, souriez à la vie. Dimanche prochain. Oh oui, t'as raison. Ah oui. C'est difficile de participer à une conversation quand on n'entend plus très bien. Chez Audica, il y a une nouvelle technologie révolutionnaire. Avec la technologie quasi invisible Connect 360, réentendez tous les sons de votre environnement à 360 degrés. Et pour plus de liberté, Connect 360 est maintenant rechargeable. Et ça change tout. Prenez rendez-vous sur audica.com. Dispositif médical. Audica, restez connectés. Lune de miel, de l'amour et du bon miel. Je suis bien placée pour vous parler des soins certifiés BioFit. Car en plus d'être une femme, je suis esthéticienne. Et depuis que j'utilise ces soins, je ne jure que par Fit. Des crèmes efficaces, à la texture incroyable. Et au parfum, une expérience nouvelle pour vous et votre peau. Fit, en institut de beauté. Ah mon Pierrot, goûte-moi le camembert de campagne. C'est toutes les saveurs de la campagne. Infini plus longtemps, il en a du goût. Ah oui, tu vas pas te tromper. Camembert de campagne président. Avant que ça coince en 9 lettres. Vitalgique, ça protège les articulations. Vitalgique. Ah oui, je t'avoue que je coinçais un peu. Et aujourd'hui, tu es encore plus fort. Vitalgique Condro Plus. Pour vos articulations, ayez le déclic Vitalgique. Et si je vous mettais sur un plateau Karl Marx, Victor Hugo, Peggy, Guitry, Céline, ouais. Et puis peut-être La Fontaine, tiens, pour faire bonne mesure, La Fontaine, avec un piano, il y aurait même un violon qui jouerait Bach, et puis on parlerait de l'argent et des écrivains. Et qui peut bien orchestrer une rencontre pareille Fabrice Lucchini. Ah bah voilà, Fabrice Lucchini, les écrivains et l'argent. François Bunel présente La Grande Librairie, en direct, ce soir à 20h50 sur France 5. Ils ont dû tout chambouler pour l'installer. Quelques heures et sans rien abîmer. Ça va coûter cher. Pas du tout, j'ai acheté à crédit. Et ma revanche. Tu as dit 7 sièges différents? Ma revanche. Comme tout le monde, j'ai été confrontée au décès d'un proche. Et comme tout le monde, j'ai réalisé qu'il était temps de prévoir mes obsèques. Mais moi, je l'ai fait. J'ai souscrit un contrat chez Rock Éclair. Et vous? Qu'attendez-vous? Rock Éclair, parce que la vie est déjà assez chère. J'avais soif. J'ai entendu un bruit étrange dans le garage. La télé était restée allumée. Une capsule par jour de Prostamol contribue au maintien de la fonction urinaire normale pour les hommes de plus de 45 ans. Le petit déjeuner est prêt et c'est pas une excuse. Prostamol, vous n'avez plus d'excuses. Dimanche prochain. Oh oui, t'as raison. Ah oui. C'est difficile de participer à une conversation quand on n'entend plus très bien. Chez Audica, il y a une nouvelle technologie révolutionnaire. Avec la technologie quasi invisible Connect 360, réentendez tous les sons de votre environnement à 360 degrés. Et pour plus de liberté, Connect 360 est maintenant rechargeable. Et ça change tout. Prenez rendez-vous sur audica.com. Dispositif médical. Audica, restez connectés. Ah mon Pierrot, goûte-moi le camembert de campagne. C'est toutes les saveurs de la campagne. Infini plus longtemps, il en a du goût. Ah oui, tu vas pas te tromper. Camembert de campagne président. Pour une peau pleine de vitalité, Néovadiol Rose Platinium. Des actifs naturels, cire d'abeille nutritive, calcium fortifiant, eau minéralisante de Vichy, dans une texture rosée et confortable. La peau est revitalisée, fortifiée et elle retrouve son éclat rosé naturel. Néovadiol Rose Platinium, des laboratoires Vichy. C'est dans l'air, ça commence. Enfin pour vous, moi j'y suis toute la journée dehors. Avec vrai, produits laitiers bio.
Toute l'expertise de votre magazine d'actualité avec le laboratoire Mylan. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est le retour de la politique à l'ancienne. Voilà la critique qui est depuis hier entonnée sur les bancs de la droite et de la gauche. Quand Emmanuel Macron désigne Christophe Castaner pour prendre les rênes du premier parti de France, La République En Marche, qui devait incarner un nouveau souffle, une nouvelle manière horizontale de faire de la politique, se retrouve rangée dans la catégorie des partis traditionnels, avec des décisions qui, comme toujours, viennent d'en haut. Un constat qui résonne tout particulièrement avec la méthode du chef de l'État, seul aux manettes. En tout cas, la pilule est amère pour les marcheurs qui ont cru au changement d'époque. Sur le fond comme sur la forme, le parti du président a encore bien du mal à se trouver. Pendant ce temps-là, les Républicains, eux, se préparent à élire un nouveau chef en décembre. Macron, nouveau parti, vieille méthode, c'est une question et c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Pascal Perrineau, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po, vous êtes spécialiste de la sociologie électorale en France et en Europe, vous êtes par ailleurs l'auteur de cette France de gauche qui vote FN, publié aux éditions du Seuil. Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. À la une aujourd'hui, comment l'antiterrorisme lutte contre l'islam radical, et votre édito du jour intitulé « Des partis sans dessus-dessous ». Nous y reviendrons. Vanessa Schneider, vous êtes grand reporter au journal Le Monde ainsi que pour M le Mag. À la une du Monde daté de demain, Laurent Wauquiez veut refonder la droite sur une ligne identitaire. Enfin, Brice Teinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Alors, si certains avaient encore des doutes, la méthode Macron, c'est quand même je décide de tout, y compris de prendre la décision de parachuter un très proche à la tête du parti du président. Bien sûr, mais ça ne devrait pas surprendre puisque c'est comme ça depuis le début. Quand le mouvement s'appelait En Marche, c'était comme ça, puisque ça s'est créé. C'est un parti qui naît avec son fondateur. C'est un parti d'un homme. C'est même pas un parti d'un courant idéologique, comme beaucoup de partis sur la scène aujourd'hui qui se prétendent héritiers du gaullisme, du socialisme ou que sais-je encore. Là, c'est vraiment le parti d'un homme et c'est un parti qui s'est créé sous forme d'une clientèle qui voulait propulser la candidature de cet homme à l'élection présidentielle. Alors, deuxièmement, si vous voulez, il y a eu un peu fraude sur la marchandise, parce qu'au départ, c'est un parti qui se présente comme un parti du monde nouveau, comme un parti qui n'aurait aucun des défauts, on ne parlait pas des qualités, aucun des défauts des autres partis de droite, de gauche et d'ailleurs. On appelait ça, pardonnez-moi de vous couper, un mouvement. Bien sûr. On n'utilisait pas le mot de parti. Voilà, on appelait ça un mouvement. Mais si vous voulez, la logique des institutions de la 5e, c'est que quand on est président, on a besoin, alors appelons ça d'un parti du président, d'un mouvement du président, d'un appareil. Déjà, De Gaulle avait été confronté en 1958. En 1958, De Gaulle avait un mépris total pour les partis. Et puis, il a été obligé de faire avec. Il a laissé se créer ce qu'on appelait l'UNR, l'Union pour la Nouvelle République, à l'époque, qui est devenue ensuite l'UDR, puis le RPR. Et aujourd'hui, ce qu'il en reste, si vous voulez, les héritiers, ce sont les Républicains. Parce que le président a besoin d'un parti pour organiser sa majorité parlementaire et pour gouverner. Et c'est au fond à l'accouchement de ce parti auquel on assiste. Et puis, dernière caractéristique, en effet, c'est un parti pas tout à fait comme les autres. Il y a encore des partis qu'on appelait jadis les partis de militants, par exemple, ceux qui restent du Parti communiste. Il y a des partis qui sont des petits partis de notables, un peu à l'ancienne, en particulier dans la mouvance centriste. Il y a des partis qui sont des partis d'électeurs, comme voulait être le Parti socialiste de Nouvelle Manière. C'est les électeurs qui l'ont fui. Et puis, il y a des partis d'un nouveau type, c'est le parti d'Emmanuel Macron. Alors, les politistes en particulier ont beaucoup de mal à penser ce phénomène. Mais on n'a pas attendu Macron. C'est apparu, par exemple, aux États-Unis à la fin des années 90, dans d'autres pays européens aujourd'hui. Pensez à Forza Italia de Berlusconi en Italie. Ce sont des partis de type entrepreneurial. C'est des partis qui sont créés et qui vivent comme des entreprises. Et dans les entreprises, en général, il y a un patron. Ah ben là, et il y a on l'a bien compris. Consultation de la base. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, on va y revenir tout au long de l'émission. Si on revient sur Emmanuel Macron, alors peut-être que je me trompe, mais il y a une époque où le président était censé être
au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire qu'il niait toujours mettre les mains dans le cambouis et s'occuper des affaires, même si on savait que Nicolas Sarkozy, François Hollande et Jacques Chirac se souciaient de leur parti. Est-ce que c'est pas la fin d'une hypocrisie ? Oui, c'est la fin d'une hypocrisie qui est expliquée très très bien par Pascal. Ce qui est sûr, c'est que sous De Gaulle, vous aviez un parti qui était le parti des godillots. Jacques Chirac s'est toujours inquiété de savoir qui était à la tête du RPR quand il était président de la République. François Mitterrand avait placé ses hommes au Parti socialiste quand lui, il était à l'Élysée. Pareil pour Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, à chaque fois, vous remarquerez que quand ils sont président de la République, il n'y a plus de président du parti. C'est un secrétaire général. Et là, Christophe Castaner est appelé, si c'est lui, parce que ça sera lui, évidemment, il y a assez peu de suspense, il serait appelé non pas à être président de la République En Marche, mais il va être appelé à être délégué général, ce qui est une forme, en fait, de dire de secrétaire, et qui sera évidemment, à la botte du président de la République. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et comme on est quand même dans une république, c'est aussi nos institutions qui veulent ça, parce qu'on est quand même dans un régime hyper présidentiel, semi-présidentiel sur le papier, mais quand même qui est très hyper présidentiel. Et le président a besoin, pour que ça marche, d'avoir un parti à sa botte, parce qu'il doit faire passer à l'Assemblée nationale ses dispositions. Donc c'est une blague, mais c'est une blague, cette phrase qui consiste à dire le président est le président de tous les Français, ça n'est pas l'homme d'un parti. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours cette façon de présenter les choses. C'est un homme qui est l'émanation d'un parti, effectivement, et en plus, comme le dit, on n'est plus dans des courants idéologiques, si vous voulez, puisqu'il ne veut pas de ça, justement, Emmanuel Macron, il est quand même dans un courant ou un mouvement qui ne veut pas se dire parti, qui est quand même assez protéiforme, si vous voulez. Donc, il est obligé d'avoir quelqu'un de confiance pour garder le troupeau. Brice Teinturier. Je crois que le président de la République, la fonction d'un président de la République, c'est malgré tout d'incarner et de représenter la France et les Français, notamment à l'étranger. Donc ça reste vrai, c'est inhérent à la fonction présidentielle. Et il faut immédiatement le tempérer en disant... mais il a aussi besoin de s'appuyer sur une formation qui est la formation qu'il a amenée au pouvoir. Donc il y a ces deux dimensions. Je ne pense pas qu'il n'y en ait qu'une, il y a véritablement ces deux dimensions. La caractéristique, en revanche, pour la REM, pour la République En Marche, c'est que c'est, comme le dit le président de la République, si j'ai bien lu, un épinay à l'envers qu'il doit construire. C'est-à-dire que François Mitterrand s'était appuyé sur un parti où il y avait des élus locaux pour ensuite remonter au niveau présidentiel. Et là, c'est l'inverse. Emmanuel Macron est entré à l'Élysée et tout l'enjeu pour lui, c'est de faire descendre maintenant un certain nombre de choses pour structurer dans le pays, et en vue aussi d'élections locales, des relais qui n'existent pas aujourd'hui. La République En Marche, elle n'existe pas dans le pays. Il y a des militants, il y a des adhérents, il y a beaucoup de gens pleins de bonne volonté, mais il y a une force partisane à structurer. Et c'est ça qui est l'enjeu principal. Et pour cela, il doit s'appuyer sur quelqu'un de confiance. On reparlera des caractéristiques de Castaner. Quand l'opposition, je le disais, de droite et de gauche, ce qu'il en reste, explique que c'est le fait du prince, que c'est le retour de la vieille politique, de cette politique assez verticale, avec un président qui décide de tout. Ce sont des postures politiciennes, ou est-ce que ça repose quand même sur une forme de déception que peuvent avoir les marcheurs de la première heure de la République En Marche ? C'est une vraie critique. Emmanuel Macron se présentait comme un président jupitérien. Là, on peut se demander s'il n'est pas en train de devenir un président bonapartiste. Alors, c'est vrai que ça a toujours été le cas, on sait tous, on l'a observé. Évidemment, François Mitterrand n'était absolument pas insensible à ce qui se passait au sein du Parti socialiste. Jacques Chirac surveillait d'extrêmement près ce qui se passait au RPR et d'ailleurs a fabriqué l'UMP tout en étant à l'Élysée. Ça s'est fait pour tout. Nicolas Sarkozy, évidemment, surveiller aussi son parti comme le lait sur le feu. Là, ce qui est surprenant dans la méthode, c'est cette façon complètement décomplexée. Voilà, c'est ça qui est très surprenant, c'est de dire Castaner qui dit ah bah oui, Macron me nomme, voilà, et puis à l'Élysée on laisse entendre que bah oui, on l'a choisi. D'ailleurs, on a fait un dîner autour de tout est transparent, c'est-à-dire que c'est plus d'habitude les présidents se cachaient, il y avait les visiteurs du soir, on faisait des petites réunions de la majorité un peu en cachette, on disait c'est le Premier ministre qui gère, mais le président s'en mêle pas, mais en fait là on dit voilà, il y a eu un dîner, il y avait 4 personnes autour de la table, on a décidé ça. Donc, dans la méthode, il y a ça qui est très surprenant, c'est cette façon d'assumer d'avoir
tous les pouvoirs et d'avoir le pouvoir sur son parti. Après, sur le fond, je pense que Emmanuel Macron n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix il était obligé de structurer cette espèce de chose qui s'appelait En Marche, qui n'avait pas les caractéristiques d'un parti traditionnel, parce que là où je ne suis pas d'accord avec Yves Tréhard, c'est pas Emmanuel Macron n'est pas l'émanation du parti, c'est le parti qui est l'émanation d'Emmanuel Macron. Donc c'est lui qui est... Et là... Pour la simple et bonne raison, c'est pas uniquement, oui, pour des raisons institutionnelles, mais parce qu'il y a des élections et que les élections, ça se prépare. Et là, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu les élections sénatoriales, qui sont des élections particulières, mais pour lesquelles les En Marche n'étaient absolument pas préparés, ont eu un nombre de sièges assez dérisoire. Les prochaines échéances ne sont pas tout de suite. Il y a encore 2 ans de sur répit les européennes oui, puis après les régionales, quand il y a une série d'élections qui se profilent. Et pour ces élections, il va bien falloir que le parti s'organise pour pouvoir présenter des candidats, avoir des gens qui les fassent connaître, qui se battent pour eux sur le terrain, qui aillent faire campagne, tout ça, donc c'est à ça qu'il pense. Et à la limite, c'est presque étonnant qu'il ne l'ait pas fait plus tôt. Alors officiellement, les macronistes de la première heure se sont donc réunis, vous nous l'avez raconté, pour choisir le meilleur d'entre eux, celui qui aura la mission de faire vivre un drôle de parti encore embryonnaire, La République En Marche. En réalité, c'est le président qui a tranché en désignant Christophe Castaner, maire de Forcalquier. C'est la carte de l'élu de terrain qui a fait la différence, un atout quand l'équipe Macron est dépeinte, notamment par l'opposition, les oppositions, comme coupée des territoires et de la réalité du Péri. Romain Besnénou et Romain Becker. Il est l'homme du président, un marcheur de la première heure. Christophe Castaner vient de se déclarer candidat pour prendre la tête de La République En Marche. L'infatigable porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement est seul sur la ligne de départ. C'est un challenge absolument extraordinaire. Il faut arriver aujourd'hui à construire un mouvement politique différent de ce que nous avons construit. Depuis le début de cet engagement politique aux côtés d'Emmanuel Macron, on ne s'est jamais posé la question de dire est-ce qu'on peut faire mieux ? On s'est toujours posé la question de dire est-ce qu'on peut faire différemment ? Parce que toutes les vieilles recettes n'ont pas marché. Elles ont épuisé, y compris la citoyenneté dans un mouvement politique. Donc notre ambition, c'est vraiment de donner une énergie à ce mouvement. Castaner, futur chef de La République En Marche, une décision prise au plus haut sommet de l'État. Lundi soir, Emmanuel Macron a réuni sa garde rapprochée à l'Élysée pour lui annoncer la nomination de son poulain. Collomb, Griveaux, Ferrand, tous ont enregistré puis salué le choix du président. Loyal et expérimenté, Christophe Castaner s'est imposé dans son camp, connu pour son accent chantant, fort de son ancrage dans les territoires. Moi, j'assume d'être quelqu'un de Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'assume ma petite pointe d'accent, j'assume mon parcours sur le terrain d'élu local, c'est ce que je suis. Et je pense qu'il faut aussi revendiquer cette diversité-là dans la représentation politique en France. Élection prévue le 18 novembre prochain. Mais contrairement au PS ou aux Républicains, ce ne sont pas les milliers d'adhérents En Marche qui choisiront leur chef, appelé délégué général. Non, la décision revient au Conseil national. Il se compose de 700 membres, 75% de députés, ministres ou élus locaux et seulement 25% d'adhérents tirés au sort. Ils devront voter à main levée. L'élection semble jouer d'avance. Il n'en fallait pas plus pour susciter les critiques de l'opposition. De gauche à droite, on dénonce un fait du prince. Pas de consultation, c'est l'Élysée qui décide selon le FN. La République En Marche au pas pour les Verts. Quant au PS, on s'étonne de ce nouveau monde promis par Emmanuel Macron. Le problème, c'est d'avoir dit le contraire, c'est d'avoir dit qu'on était un grand mouvement démocratique, horizontal, moderne, nouveau, et puis finalement, le patron du mouvement est choisi par le patron tout court, c'est-à-dire le seul vrai boss dans la maison, Emmanuel Macron. La majorité, elle, fait bloc derrière Christophe Castaner. À l'Assemblée nationale, le chef de file des députés En Marche, Richard Ferrand, lui aussi fidèle parmi les fidèles, assure le soutien de son groupe parlementaire. C'est un homme de terrain qui a été maire de Forcalquier, donc il connaît les réalités locales. C'est un homme qui a parfaitement réussi sa mission comme porte-parole, comme ministre chargé des relations avec le Parlement. Christophe Castaner n'a pas été désigné ou choisi par le président de la République. Il est candidat,
Il déposera sa candidature dans le cadre du processus le 2 novembre. Et le 18 novembre, c'est l'ensemble du Conseil de la République En Marche qui formulera son vœu. Donc ça n'est absolument pas le retour de l'ancien monde. Bon perdant, même Benjamin Griveaux, qui prétendait lui aussi à diriger la République En Marche, se range derrière son collègue du gouvernement. On a toujours fait des choix collectifs. C'est comme ça que ça a fonctionné. Et comme ça nous a plutôt bien réussi jusqu'à présent, on n'a pas l'intention de changer les recettes qui marchent. Le choix s'est arrêté collectivement sur Christophe Castaner pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un marcheur de la première heure. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui a l'historique du mouvement. En guise de consolation, Benjamin Griveaux devrait succéder à Christophe Castaner en tant que porte-parole du gouvernement. Une fois élu, Castaner lui donnera enfin un visage au mouvement En Marche, qui revendique aujourd'hui plus de 380 000 adhérents. Et nous reprenons notre discussion avec cette question. Chef de parti, est-ce compatible avec un poste ministériel ? Oui, on peut imaginer un cumul entre une fonction ministérielle et un chef de parti. Ça a été pendant très longtemps, sous la Ve République, oui. Ça a été le cas de nombreuses reprises. C'est vrai que l'atmosphère de lutte contre les cumuls, aujourd'hui, fait qu'il serait bon d'envisager une déconnexion entre la responsabilité du parti et du parti du président et une fonction ministérielle. Mais le choix de Castaner est un choix qui, à mon avis, dépasse sa fonction ministérielle. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'où Castaner vient et qui il est dans la classe politique. On voit bien qu'il y a une volonté au-delà du personnage de Castaner, maire socialiste de Forcalquier, il faut le rappeler, élu qui avait représenté la gauche socialiste en Provence-Alpes-Côte d'Azur, de rééquilibrer à gauche. On voit bien que depuis des semaines et des semaines, le gouvernement est perçu, et d'ailleurs attire des électeurs de droite, qu'il est perçu en effet comme un gouvernement qui met en scène toute une série de mesures économiques et sociales de droite. Donc il y a la nécessité de rééquilibrer, surtout que nombre de ces adhérents du mouvement En Marche devenu la République En Marche avaient et ont un tropisme qui est un tropisme de gauche. Donc là, quelque part, on satisfait et on envoie un signal. Et puis Castaner, c'est un élu local. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au cours des 4 derniers mois, le pouvoir macronien a envoyé toute une série de signaux qui ont été très mal reçus par le tissu des élus locaux, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et comme on le disait tout à l'heure, la sanction est venue, et sévère, aux élections sénatoriales, où ce sont des élus locaux qui élisent les sénateurs. Donc là, il y a le souci aussi, pour un pouvoir très national, d'envoyer ou de tenter d'envoyer un signe à ce terrain des élus locaux. Je ne crois pas que ça soit suffisant pour lutter vis-à-vis de la crise de défiance qui s'est installée dans les collectivités locales vis-à-vis du nouveau pouvoir. Brice Teinturier, ça va permettre de rééquilibrer un parti qui est aujourd'hui porté davantage par des militants, des sympathisants de droite ? Ça va permettre de le structurer et ça va permettre, surtout, je crois, effectivement, pour un gouvernement qui est considéré par 55% des Français comme mettant en scène une politique plutôt de droite et 7% seulement plutôt de gauche, le reste disant est de gauche et de droite, eh bien de mettre un profil sur un point essentiel du mécanisme entre le groupe, le gouvernement et le parti, eh bien la tête du parti, quelqu'un qui vient du PS, qui pendant 16 ans a été au PS, qui non seulement est un élu local, mais qui sait comment fonctionne une machine partisane. Et quand il s'agit de la structurer, de faire redescendre donc des éléments, puisqu'on a eu l'élection de Macron d'abord, avant la construction véritable d'une machine partisane, on avait un mouvement qui est important, mais maintenant il s'agit de le structurer au niveau du territoire et de faire un maillage territorial. Là, le profil de Castaner est le profil quasi parfait. Et il n'y en a pas beaucoup dans l'équipe d'Emmanuel Macron qui peuvent répondre à toutes ces cases et cocher toutes les cases. Vous dites l'un et l'autre, vous insistez, pardonnez-moi, Brice Teinturier, vous insistez l'un et l'autre sur le fait que ce soit un socialiste issu des rangs du PS. Mais dites-moi, il appliquera la politique qui est celle d'Emmanuel Macron, qui est identifiée peut-être à juste titre par les Français comme étant plus à droite. Comment gérer cette difficulté-là ? Ça fait
fait partie, je trouve, des défis, des interrogations sur ce qu'il va faire une fois qu'il sera à la tête de la République En Marche. Parce qu'on a déjà évoqué l'idée d'un parti godillot qui est là pour relayer la politique du gouvernement, etc. Mais ça a une autre fonction, un parti politique, le parti du président au pouvoir. Ça a aussi une fonction d'alerte et de remontée de ce qui se passe sur le terrain. Et s'il est simplement à la tête de l'AREM, ce qu'il faisait jusqu'à maintenant, c'est au porte-parole, c'est-à-dire expliquer et valoriser l'action gouvernementale, il ratera pour le coup une fonction essentielle, non seulement que c'était fixé ce mouvement qui se voulait différent des autres, mais qui reste aussi essentiel et toujours sous-estimé sous la Ve République. C'est-à-dire que le côté parti godillot qui amplifie ou déploie la politique gouvernementale étouffe l'autre fonction tout aussi essentielle de faire remonter des choses et d'aiguillonner un peu sa propre majorité ou son propre gouvernement. Alors si le job, comme vous dites, c'est d'aiguillonner, il va avoir du mal à rester au gouvernement. Il ne pourra pas rester au gouvernement dans les fonctions qu'il occupe actuellement. Il est porte-parole. Porte-parole, et en plus, c'est une mission qu'il accomplit quotidiennement. C'est-à-dire que ça lui demande beaucoup de travail. Il faut qu'il connaisse les dossiers dont il parle. Il est plutôt assez bon, d'ailleurs, de ce point de vue, parce qu'il a fait assez peu d'erreurs de quart depuis qu'il est à cette fonction. Et je vois mal comment il peut, d'un côté, faire ce que Brice vient d'évoquer, et il a complètement raison. Enfin là, c'est évident. Il y a des élections qui se profilent en 2019, 2020. On imagine mal que la République En Marche ne se présente pas à ces élections en voulant les gagner, en tous les cas, en sauvant la mise du président de la République, parce que il faut le savoir, les élections intermédiaires sont toujours des élections délicates pour un pouvoir en place, donc il faut assurer. Et l'avantage de Castaner par rapport à beaucoup d'autres, et notamment par rapport à celui qui était son principal rival, qui était Benjamin Griveaux, qui lui n'avait pas cette expérience d'élu de terrain, et puis il avait un profil qui était quand même plus parisien que Castaner, ne pouvait pas calmer le début de fronde en plus qui existe pas uniquement chez certains élus ou chez certains militants LREM, des élus, il n'y en a pas beaucoup, mais surtout chez les élus français qui ne voient pas très bien où les emmène la réforme territoriale, s'il y en a une, d'Emmanuel Macron. Ce qu'ils voient, c'est que Emmanuel Macron leur coupe les vivres, leur demande de faire beaucoup d'économies, et que ça soit à droite et à gauche, ça grogne. Et en plus, le principal opposant aujourd'hui, la principale formation opposante à Emmanuel Macron, c'est quand même encore les Républicains, quoi qu'on dise, parce que c'est eux qui ont tout le tissu local. Ils ont les régions, ils ont les départements en majorité, ils ont les grandes villes, donc il faut qu'ils fassent attention à tout ça, et c'est sûr que il a ce pouvoir avec Castaner, de répondre peut-être à quelques attentes. Vous avez dit à l'instant qu'il était bon dans son rôle de porte-parole, donc sous-entendu c'est une pièce importante du dispositif Emmanuel Macron, dont on dit depuis le début qu'il n'y a pas grand monde autour de lui pour porter la parole. Pourquoi, j'allais dire, se fragiliser? Il n'y avait personne d'autre à qui on pouvait donner ce poste-là? C'est toute la question, et la question du téléspectateur sur la raison du cumul ou pas, c'est que En Marche n'a pas produit, pour l'instant, énormément de têtes d'affiche. Et Christophe Castaner le disait récemment, il le dit en privé, il disait là, on arrive au N-4. Il se rendait bien compte qu'il y avait un problème au niveau du parti. Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc c'est toujours le langage de l'entreprise qu'on emploie beaucoup en Macronie. Mais pourquoi on arrive au N-4? Parce qu'en gros, le meilleur, il est devenu président. On estime que le meilleur est devenu président. Le deuxième est devenu Premier ministre. Les autres sont entrés au gouvernement. Et ensuite, les autres à l'Assemblée nationale. Donc il ne reste plus grand monde pour réorganiser ce parti. Donc il y a un problème clairement de ressources humaines. On a bien vu ce dîner à 4. Ce sont qui? Ce sont trois de la première heure, dont Ferrand, qui a déjà son poids de responsabilité. Donc ils sont tous très occupés. Donc on est obligé d'aller chercher dans les mêmes... Ça, c'est pour le casting. Le casting est, il est vrai, difficile. Il était contraint, le casting. Le casting en fait. est contraint, il est difficile à trouver parce qu'il y a peu de grands élus qui sont allés vers En Marche, que ce soit des élus de droite ou de gauche. On l'a vu pendant la campagne, et ils sont tous utilisés actuellement, soit au gouvernement, soit à l'Assemblée nationale. Après, la question, l'exercice extrêmement difficile, c'est on est
tous d'accord pour dire que Castaner est assez habile dans son rôle de porte-parole, qu'en effet, il coche à peu près toutes les cases pour diriger un parti, l'expérience partisane, le côté élu de terrain, un bon porte-parole. Bon. La grande difficulté, c'est est-ce que ça va correspondre à la sociologie des gens qui ont adhéré à En Marche. Les gens qui ont adhéré à En Marche, ce ne sont pas les mêmes qui adhèrent au Parti socialiste, aux Républicains, au Front National ou aux Insoumis. Ce ne sont pas des militants, ce sont des gens qui ont voulu porter un homme au pouvoir, Emmanuel Macron, donc, qui ont fait ça de façon très facile d'ailleurs. On ne demande pas beaucoup d'implication à un adhérent En Marche. On s'inscrit sur Internet, on dit « je suis adhérent En Marche ». Ce ne sont pas des gens qui, en tout cas dans leur grande majorité, qui ont l'intention forcément de s'impliquer comme le font les militants de partis politiques traditionnels, c'est-à-dire d'aller à des réunions, d'aller tracter, parce qu'ils ne sont pas de ce monde-là. Et ça va être toute la difficulté. C'est-à-dire, d'un côté, on va essayer d'organiser un parti selon des règles traditionnelles pour pouvoir se présenter aux élections, et de l'autre, il y a en effet... On parle de 400 000, il faudra voir à l'arrivée combien il y a vraiment d'adhérents En Marche. Qui va vraiment jouer ce jeu dans les villes, dans les départements, dans les communes, de jouer le rôle de militant? Est-ce que c'est ça qu'attendent tous ceux qui se sont inscrits sur Internet? Je ne sais pas sûr. Une question. On se souvient que lorsque François Hollande était président de la République, on disait que le poste de premier secrétaire était le pire job de la République parce que très compliqué, parce que être le parti du président en période de majorité, c'est pas évident. Est-ce que là, c'est une mission compliquée pour Christophe Castaner, à la lumière de ce que dit Vanessa Schneider-Serre. En gros, ce ne sont pas des militants classiques. Est-ce que ça rend les choses plus simples, plus compliquées? Non, ça rend Moi, je crois véritablement que ça rend les choses plus simples. Si vous voulez, les partis, comme le Parti socialiste, comme LR, ils sont porteurs de traditions, il y a des courants, des sensibilités, des chefs, il faut négocier, il y a des revendications de la base militante. On l'a vu aussi bien sous la gauche que sous la droite. Là, il s'agit d'un autre type de mouvement, Vanessa Schneider vient de le dire. Ce ne sont pas des militants, ce sont à peine des adhérents, ce sont des supporters, d'une certaine manière. Donc ça n'est pas pareil. Et ils ont des attentes essentiellement vis-à-vis d'Emmanuel Macron. La seule limite de cela, c'est qu'il va falloir créer un maillage territorial. Et donc à partir du moment où on crée un maillage territorial, il y a des logiques locales qui vont s'exprimer. Mais pour l'instant, regardez comment ça marche. Les référents départementaux, ils sont nommés par le centre. Et dans quelques semaines, M. Castaner va être choisi par un conseil national qui est l'expression du centre. Vous savez combien il y a d'adhérents dans ce conseil national? 25%. 75%, ce sont les ministres, les parlementaires et les référents départementaux. Donc vous voyez, c'est une organisation tout à fait particulière. Et donc, je ne dis pas que ça sera facile, mais plus aisé à gérer qu'un parti classique. Alors moi je pense l'inverse. Je pense que la tâche sera beaucoup plus compliquée parce que ces sympathisants, ces adhérents, en réalité ont une très grande autonomie et veulent être consultés. Pour le coup, il y a une grande difficulté pour Emmanuel Macron et là pour Christophe Castaner, c'est qu'il doit, on l'a tous dit, structurer au niveau local une force politique traditionnelle, selon un schéma traditionnel. Mais il doit le faire avec des adhérents qui, eux, entendent bien être consultés en permanence. Alors il n'y a peut-être pas de tradition fortement établie, ça c'est tout à fait vrai, mais les chefs de parti savaient négocier avec ces courants, avec ces sensibilités. Elles étaient identifiées, on savait ce qu'il fallait mettre en œuvre pour contenter les uns et les autres. Là, ce sera raté si Castaner n'arrive pas à faire de ce mouvement quelque chose justement d'un peu différent, où vous avez une meilleure prise en compte et une meilleure représentation du souhait de ses adhérents. Quand Sinon, vous dites ça les sera uns et la les machine autres, il va classique. falloir structurer ce parti. Vous parlez de maillage territorial. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que Christophe Castaner, il va prendre son téléphone, il va dire bon bah allez, maintenant je vais dans le Sud-Ouest, il faut que je trouve des représentants locaux, il faut que je mette en place ce qu'on appelle par exemple au Parti socialiste des fédérations. C'est quoi exactement? Ça va être son travail principal. Parce que, évidemment, qu'ils ne vont pas travailler sur le programme présidentiel. De toute manière, ils n'y auront pas accès. C'est Jupiter qui décide, c'est-à-dire Jupiter Macron. Et tout ce qui est réforme, il ne va pas y avoir un travail de section
élection idéologique, si vous voulez. C'est complètement différent de ce qui peut se produire, notamment au Parti socialiste ou dans un parti de gauche traditionnel. Ça va probablement plus se rapprocher de ce qui se fait dans des partis de droite, c'est-à-dire des partis assez bonapartistes. Hein. Et là, le travail de Castaner, ça va justement être de trouver des candidats qui sont des candidats haut niveau, qui sont des candidats fervents pour défendre la cause macronienne dans des élections locales. Le seul problème, et moi je pense qu'on va le voir assez vite, c'est que la bulle de La République En Marche, militante, qui ne sont pas des militants, c'est vrai, elle va se dégonfler. Pourquoi ? Parce que, contrairement au Parti socialiste, accessoirement à un parti traditionnel de droite, on n'adhère pas à une idéologie, là. On n'adhère pas à une cause, on adhère à un homme. Et c'est ce qui s'est produit pendant la campagne présidentielle. C'est-à-dire que les gens qui ont adhéré à En Marche, et moi j'en ai fréquenté pas mal, je regardais comment ça se passait, ils venaient justement pour, d'abord, dégager les autres, et de dire, il faut le soutenir, celui-là. Et est-ce qu'ils vont continuer à le soutenir longtemps comme ça ? C'est un militantisme d'une toute nouvelle forme. Et on a aussi entendu pendant cette campagne, parce qu'on les a quand même interrogés, ici même sur ce plateau, dans des reportages, des militants La République En Marche qui venaient pour un homme, certes, mais qui venaient aussi pour une façon de faire différente, pour le et droite et gauche, pour le en même temps, pour cette façon de faire remonter les choses. C'est le discours officiel. C'est le discours. Non, mais Brice, je suis d'accord. Je suis d'accord que effectivement les gens ils y vont pour ça. On se dit c'est différent, la maison est ouverte, mais je pense qu'on va se rendre compte que c'est peut-être moins évident que ça. Tout comme est moins évident la phrase à mettre en application, la phrase de campagne d'Emmanuel Macron. Avec moi. La politique, on va changer de pratique et changer de mœurs. On voit que c'est peut-être pas aussi facile à faire. Moi, il y a deux logiques qui s'affrontent et qui risquent de poser problème. Il y a cette logique dont parlait Yves Tréhard, qui est en effet de faire un maillage territorial, en gros de préparer les élections futures avec des candidats désignés localement, avec des relais pour les campagnes électorales. Et l'autre logique, qui est celle qui a été vendue aux adhérents d'En Marche, mais que les adhérents d'En Marche ont pris au sérieux, qui est en effet, ce dont parlait Brice Teinturier, la consultation, pouvoir donner son avis, faire de la politique autrement, avoir des idées qui remontent de la base, des prises de position. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, on a reçu, nous les journalistes, un communiqué de La République En Marche, donc qui n'a pas encore son délégué général, mais qui néanmoins produit des communiqués sur la question du logement. Une consultation a été lancée par En Marche sur la question du logement, un appel à proposition. Ils disent qu'il y a eu plus de 450 000 réponses. C'est le chiffre qui est donné. Je ne sais pas si ce chiffre est exact ou pas. C'est-à-dire, et le communiqué précise que la moitié des gens qui ont répondu à ce questionnaire, avec visiblement des réponses assez précises, détaillées, des propositions sur le logement, ne sont pas adhérents de En Marche. Donc, cette volonté de peser sur les décisions, sur le débat public, de se dire, voilà, moi j'ai mon expertise, je connais bien tel domaine, je n'ai pas envie d'adhérer à un parti, mais j'ai envie que mon avis puisse être entendu, débattu. Cette volonté-là, elle a émergé pendant la campagne présidentielle, elle reste réelle et elle risque de se fracasser sur l'autre réalité qui est la construction d'un parti traditionnel pour gagner les élections, pour faire des élections et avoir des candidats. Nous allons poursuivre cette conversation. Donc La République En Marche, ce parti qui n'a jamais connu la défaite électorale, tente de se structurer et de s'organiser pour faire face, on l'a bien compris, à de nombreux enjeux. Permettre l'émergence d'une nouvelle génération politique, ancrer le parti dans les territoires et, naturellement, préparer les prochaines élections. Mais aujourd'hui, entre les marcheurs de la première heure qui s'inquiètent de ne plus être entendus et les anciens du PS, parfois désemparés par la réforme de l'ISF, par exemple, eh bien, le parti doit concrétiser sa métamorphose et faire d'un enthousiasme électoral une force politique. Barbara Steck et Ilana Azincote. Emmanuel Macron leur doit en partie sa victoire. Les marcheurs, ces présidents de comités, animateurs locaux, simples militants qui ont fait la campagne. Cet été, tout ce petit monde s'est réuni pour la première convention du parti. Au programme, la présentation des nouveaux statuts du mouvement. Mais depuis les victoires, certains marcheurs ne semblent plus trouver leur place.
inquiet de voir le parti se couper de la base. On a eu notre place et on était très satisfait de la place qu'on avait pendant la campagne. Et on se demande si on aura bien cette même place. Bien sûr qu'il y a des annonces qui sont faites, qui nous rassurent. Mais nous, on veut aller plus loin parce qu'aujourd'hui, on n'a pas trop parlé de la gouvernance. On a parlé des moyens, de ce que feront les comités locaux, de ce qu'on va nous demander de faire, du travail. Mais on veut être associés, nous, pleinement dans la gouvernance. Continuer à être associé à un mouvement lancé un soir d'avril 2016 depuis Amiens, la ville natale d'Emmanuel Macron. Politique. J'ai mis du temps, j'ai réfléchi, j'ai consulté, j'ai associé beaucoup de gens et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. La promesse initiale, une révolution dans le monde des partis, du renouveau et une méthode participative. Très vite En Marche séduit, les meetings se jouent à guichets fermés. Emmanuel Macron attire un nouveau public venu de tous les horizons politiques ou non. C'est mon premier meeting politique, donc voilà. Je veux changer les choses, je veux participer au renouveau politique. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République! Porté par la base, plus de 300 000 militants. Une à une, Emmanuel Macron gravit les marches du pouvoir. Le voilà au sommet. Mais le slogan du ni de droite ni de gauche fait aujourd'hui grincer des dents certains ex-socialistes ou écologistes qui ont tout lâché pour rejoindre le président et qui voient aujourd'hui le bateau plutôt penché à droite. Pour le député La République En Marche Patrick Vignal, la suppression de l'ISF n'était pas une priorité. On l'a pas fait. Pourquoi on l'a pas fait? Je suis heurté un peu de ce qui se passe autour du ISF et ça me gêne encore un peu parce que je crois Emmanuel Macron et que je ne veux pas une tâche et que pendant 5 ans, le président des riches, on a autre chose à faire. D'autres demandent des comptes. Je ne suis pas très à l'aise, mais je me dis peut-être que ça va marcher et peut-être que c'est moi qui me trompe. Je serai le premier à demander qui est le contrôle et je serai le premier à demander le retour de l'ISF si nous avons été trompés par ceux qui en bénéficient. Le parti de La République En Marche à la recherche d'un nouveau souffle pour reconquérir des marcheurs qui cet été ont boudé le vote des nouveaux statuts. Seuls 75 000 adhérents se sont exprimés sur 220 000 inscrits. Et nous reprenons notre discussion avec cette question. En général, les partis font au moins semblant d'avoir 2 ou 3 candidats. Pourquoi pas ici ? C'est vrai que là, pour le coup, il n'y aura pas de débat. Il y a un seul candidat. Il faut peut-être raconter quand même comment ça va se passer. C'est que le 18 novembre, il y aura effectivement un conseil national. Comme l'a dit Pascal, il y aura 800 personnes de réunies, dont 25% seront tirés au sort parmi les adhérents. Et les 2 tiers autres, ce seront soit les référents de département, soit les parlementaires et les ministres qui sont adhérents à La République En Marche. Ça sera donc d'ailleurs le doigt sur la couture du pantalon. Ça sera d'ailleurs au passage intéressant de voir si Bruno Le Maire, qui est maintenant à La République En Marche, sera là. Donc ils vont élire, adouber Castaner très vraisemblablement. Je pense qu'il y en aura 2 ou 3 autres qui vont se présenter pour faire comme si. Mais il n'y a aucun doute. Et à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un bureau exécutif qui va être élu également le même jour, de 30 personnes. Alors ça va être intéressant de savoir si dans les 30 personnes, précisément, il y aura des inconnus qui arrivent de la société civile, du parti, des militants citoyens, je ne sais pas comment il faut les appeler, qui seront portés au bureau exécutif. Ou si le bureau exécutif, eh bien on retrouvera tous ceux qui finalement ont fait En Marche et sa gloire ces derniers temps. C'est curieux parce qu'en vous écoutant les uns les autres, j'ai l'impression que vous considérez qu'il n'y a plus grand-chose du souffle qu'on a quand même tous constaté pendant la campagne et qui a mis le système politique à bas de tout ce qu'on pensait impossible, à savoir quelqu'un qui vient de nulle part, qui n'a pas de parti et qui réussit jusque là où est arrivé Emmanuel Macron. C'était des citoyens qui avaient envie de s'engager autrement.
il en reste rien. Si, ils sont toujours là. Moi, je pense qu'ils sont toujours là. Et le questionnaire dont je vous parlais tout à l'heure, de 400 000 personnes qui répondent à un questionnaire sur le logement, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. En des temps où on dit que les gens se détournent de la politique sur une question qui est quand même assez technique, apporter des solutions sur le logement, donc c'est pas rien. Je pense que ces gens sont toujours là et sont toujours là et ont toujours envie de participer. Et ils veulent être associés. C'est maintenant que le risque, il est maintenant. C'est-à-dire, est-ce que ces gens-là ne vont pas se dire « Ouh là là, ça tourne, en fait, on s'est fait un peu avoir. Finalement, on va faire comme d'habitude, ils vont nous faire un parti comme le Parti Socialiste, comme les Républicains. Hein. Moi, j'ai jamais milité nulle part. » C'était intéressant, le reportage qu'on a vu des gens qui n'avaient jamais milité nulle part, qui n'avaient pas envie de militer et qui vont partir sans faire d'éclat. Il n'y aura pas de front, il n'y aura pas d'organisation. À moins qu'ils arrivent à intégrer cette notion-là dans ce nouveau parti, La République En Marche. Le dernier chiffre qui a été cité dans le reportage est très intéressant sur le nombre de votants pour les statuts. Donc, il y a 200 000 et quelques inscrits et finalement 75 000 votants pour les statuts. Ça veut bien dire que les gens qui se sont inscrits à En Marche, qui ont adhéré, n'ont pas l'intention de participer aux mécanos internes des partis politiques. Ce n'est pas leur moteur, ce n'est pas ça qui les intéresse, ce n'est pas leur ADN. C'est pour ça que le mode de désignation est d'une verticalité absolue, pire encore que ce qu'on a dans des partis traditionnels, mais que l'enjeu ensuite, ça sera le mode d'animation de ce parti. Il peut y avoir une désignation très verticale et c'est ce qui va se passer. Elle va être critiquée, et elle est à l'encontre justement de tout ce que voulait incarner La République En Marche. Donc si le mode d'animation, une fois que la désignation est faite, ne donne pas beaucoup plus de jeu participatif, c'est un parti qui va s'ossifier, qui va se dessécher, qui va rentrer dans des cadres extrêmement traditionnels. Mais cet aspect-là n'est pas joué. C'est-à-dire que l'enjeu, moi je crois, c'est justement de parvenir à retrouver cette dynamique qui était une promesse et qui faisait la différence avec les autres mouvements. Et ça attire des individus qui sont là du jeu droite-gauche, qui justement venaient pour Macron, mais qui venaient aussi pour essayer de trouver autre chose, ne fabriquant pas une sclérose à leurs yeux, comme c'est le cas quand vous êtes dans un parti de droite ou dans un parti de gauche. Quand vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus qui utilisait le mot de supporter, on l'a connu dans d'autres partis, notamment qu'on avait les fans, on s'en souvient, de Nicolas Sarkozy qui faisait la queue pour les signatures. Là-dessus, ça n'a rien de très Non, mais le phénomène s'accentue. D'accord. Hein, le phénomène s'accentue, ce sont des vrais partis de supporters, comme on en a connu dans d'autres pays européens. Forza Italia, il ne faut pas oublier, le parti de Berlusconi, au début, c'est des supporters de clubs de foot, qui, quelque part, vont se réinvestir dans le domaine civique et politique. Mais enfin, je voudrais revenir sur le fond du problème. Une fois de plus, on est dans une phase, sous la Ve République, où on dit, voilà, on va faire de la politique autrement. Et c'est l'ambition très généreuse, en effet, de La République En Marche. Mais enfin, ce n'est pas la première fois qu'on nous sert ce thème. C'était déjà le cas avec les gaullistes au début de la Ve République. On a vu ce que ça a donné. Dans les années 70, c'était au cœur de la réflexion et de l'ambition de Giscard. Ça a été au cœur ensuite de la réflexion de la gauche, des clubs, puis ensuite de ceux qui rallient le Parti socialiste. Nous allons faire de la politique autrement. On a vu ce que ça a donné. Ça a été au cœur ensuite des écologistes. À chaque fois, cette volonté de faire la politique autrement se heurte au fait que la politique, c'est aussi une profession. Il y a une dimension professionnelle dans la politique. Et je crains que cette volonté de faire de la politique autrement se heurte aussi, avec La République En Marche, au fait que la politique, c'est de la profession. Et l'on voit bien dans les modes de nomination. Regardez ce qui s'est passé aux législatives. Regardez ce qui s'est passé pour les candidats au sénatorial. C'est comme dans une entreprise, un petit board autour du patron qui disait, voilà, toi tu vas là, toi tu vas là, etc. Alors, et les adhérents, bien sûr, qui sont porteurs d'un souci participatif, sont largement exclus. Un des symptômes les plus criants, c'est lorsqu'on a consulté ces centaines de milliers d'adhérents sur les statuts, c'est même sur la loi fondamentale du parti, il y en a eu 75 000 qui ont répondu. Parce que ça ne les intéresse pas, les statuts du parti. Bien sûr. Eh bien, il faut savoir, là, je crois que ça les aurait beaucoup intéressés de dire leurs mots sur leur chef, comme dans les autres partis. Parce que regardez ce qui se passe au PS ou à LR. Les adhérents sont consultés. Un mot quand même sur cette idée de politique autrement. On a quand même d'autres partis
qui semble s'inspirer de ce qu'a fait Emmanuel Macron avec La République En Marche. On peut parler de la France insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon considère que c'est un mouvement gazeux. Alors, il faudrait que vous m'expliquiez si vous avez compris ce que ça veut dire. Benoît Hamon qui monte son parti et qui fait la même chose, qui sollicite les Français par le biais d'un questionnaire. On a quand même changé d'époque sur la façon de monter un mouvement. Mais on n'a pas la solution. D'accord. Il est là le sujet, si vous voulez. C'est que Emmanuel Macron, c'est extraordinaire pour lui et pour ceux qui ont voté pour lui. Il a gagné. Il a réussi à culbuter tout le système, chamboule tout est... Voilà. Et le problème, c'est que les perdants aujourd'hui, et ceux qui sont groggy de cette défaite terrible, parce que Hamon, même si on savait qu'il ne gagnerait pas, c'est 6%, je ne sais pas si vous imaginez, Parti Socialiste, Fillon avec la droite, qui devait gagner, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Ils sont tous là quand vous les interviewez, quand vous les interrogez, quand vous les écoutez, mais ils sont tous en train de tâtonner. Ils ne savent pas, en fait. Ouais. Ils imitent, d'une certaine façon, en marchant. C'est-à-dire qu'en marchant, ils essayent de trouver la solution. Mais en marchant, ils ne la trouvent pas encore, la solution. Vous regardez monsieur Mélenchon, qui nous fait une interview fleuve dans un hebdomadaire, dont le rédacteur en chef est souvent sur ce plateau, Éric Fotorino, le 1, il nous dit, moi, chez moi, c'est pas transversal, c'est pas vertical, c'est gazeux. Non, mais attendez, il faut quand même le faire pour dire ça, en disant quoi? Alors, pareil, il nous reprend les mêmes termes, c'est toujours les mêmes mots. Citoyen, ça c'est un mot qui revient toujours. Citoyen, démocratie... il dit c'est pas démocratique, c'est collectif. Collectif, voilà, c'est des mots. Bon, vous écoutez M. Hamon, il veut nous faire quelque chose de différent du Parti Socialiste. Mais il va nous faire la réplique de ce qu'est le Parti Socialiste, vous allez voir. La droite, elle a toujours fonctionné. Vous voyez, c'est compliqué. Ils cherchent le mantra. Alors la droite, justement. C'est compliqué, mais ça produit quand même quelque chose en termes de résultats électoraux. La présidentielle, on l'a vu. Si vous restez dans les formes uniquement traditionnelles des partis politiques, c'est ce que rejettent les Français. 8% de confiance à l'égard des partis politiques traditionnels. Donc il est temps qu'ils s'interrogent et qu'ils essayent de fabriquer, même si c'est compliqué, quelque chose qui arrive à allier davantage la société civile et en même temps les nécessaires logiques professionnelles de la politique. Alors justement, un mot sur la droite. C'est la série la plus improbable de l'automne. Le parti Les Républicains face à ceux qui ont dit oui à Emmanuel Macron. Un casse-tête politique pour la droite qui ne parvient pas à se mettre d'accord sur l'exclusion des constructifs. Mardi soir, leur cas devait être tranché, mais le bureau politique de clarification n'a pas tenu ses promesses. Clotilde Mravko et Maxime Liogier. Une heure à peine après le début du bureau politique, il est le premier à claquer la porte. Excédé. C'est beaucoup de contradictions, je ne peux que les regretter et j'en suis triste pour les Républicains. Pour autant, j'espère en l'avenir. Vous partez donc avant d'avoir voté? Monsieur Estrosi, vous partez avant la fin? Vous avez conscience de l'image du parti que ça donne? Dégueulasse. Écoutez, je préfère en sourire parce que c'est épouvantable l'image qu'on donne. Épouvantable. Une image épouvantable, car depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le parti Les Républicains tergiverse. Faut-il exclure ou non ceux qui ont rejoint le gouvernement, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu? Faut-il écarter ceux qui proposent de collaborer avec la majorité, les députés constructifs, Thierry Solère et Franck Riester? Que faire avec le Premier ministre, qui ne veut même pas se défendre devant la commission du parti? Mardi, le bureau politique de clarification devait trancher. Problème, ils n'étaient pas assez nombreux pour que le vote soit validé. Ce vote a montré une très large majorité pour décider, non pas de gaieté de cœur, mais parce qu'il faut cette clarification, pour décider de leur exclusion des Républicains. Nous assumons cette décision qui est difficile, qui est douloureuse, mais il n'y a rien de pire que la confusion en politique. Rien de pire, en effet. Silencieux le soir même, le candidat à la présidence du parti a du mal à expliquer ce bureau politique le lendemain. Parfois, vous savez, la politique ressemble à un mauvais gag. Et hier, c'était le cas. Où on s'est retrouvés... Dîner de con, dit Rachida Dati. Vous reprenez la phrase? C'est en plus, il n'y avait rien à manger. Laurent Wauquiez rit, jaune. Pour lui, ces exclusions devaient être le gage de la clarté. Je préférais qu'ils aient l'élégance d'un Bruno Le Maire, qui au fond est allé au bout de sa démarche, a dit « moi je suis plus républicain, j'ai basculé en marche ». Du coup, il faut qu'on soit très prudent, très strict sur notre processus. Une prudence qui entretient le flou, et le flou pourrait coûter cher au parti. Première défection, le soir même,
Alain Lamassoure claque la porte. Pourquoi je quitte les Républicains ? Après la perte d'une élection imperdable, LR exclut le Premier ministre qui fait les réformes dont LR et ses électeurs rêvaient. Et le feuilleton n'est pas terminé. L'un des élus visés par les exclusions, le secrétaire d'État Sébastien Lecornu, veut faire reconnaître qu'il n'est pas en tort. Militant depuis l'âge de 17 ans au sein du RPR, de l'UMP, puis des Républicains, il défend son droit à rester dans son parti tout en travaillant au gouvernement. L'échec d'Emmanuel Macron, ce sera l'échec de la France. Le succès d'Emmanuel Macron, ça sera le succès de la France. Donc comme je n'ai rien fait de mal, j'entends bien emmener le débat jusqu'au bout. Et donc, s'il y a une exclusion, parce que je vous rappelle que je ne suis pas encore exclu, effectivement, je ramènerai aussi ce débat sur le terrain du droit. Puisque, comme je vous l'ai dit, je suis un jeune, mais un vieux militant quand même déjà, et je ne me ferai pas jeter dehors n'importe comment. Le député constructif Franck Riester, lui, n'attaquera pas en justice. Sa colère restera sur le terrain politique. Tout ça est une parodie de fonctionnement d'un mouvement politique moderne. On rassemble, on n'exclut pas dans un mouvement politique moderne. Je l'ai dit, je l'ai redit. Maintenant, ma détermination, elle est éventuellement, on y travaille, de créer un nouveau parti de droite. C'est ça, pour moi, la façon de me battre, pour montrer que les Républicains, les dirigeants républicains aujourd'hui emmènent le parti dans le mur. Droite dure contre droite de gouvernement. La première victime de ce déchirement, le parti Les Républicains. La suite du feuilleton mardi prochain pour un nouveau bureau politique de clarification. Oui, un énième bureau politique de clarification. Cette question, la porte de la République en marche est-elle grande ouverte pour ceux qui se font exclure des Républicains ? Oui, mais là, c'est pathétique. On pourrait presque en rire tellement c'est cette histoire de quorum, que personne ne se déplace pour aller, en tout cas pas suffisamment, loin d'être suffisamment pour aller voter sur cette question-là, montre le malaise qui réside au sein des Républicains, qui est un parti qui rassemble des gens qui n'ont plus rien à voir ensemble, qui ne sont plus d'accord les uns avec les autres. La démission d'Alain Lamassoure pose bien le problème. Il y a un certain nombre de gens au sein des Républicains qui estiment que le gouvernement actuel, porté par un des leurs, défend une politique qu'ils appelaient de leur vœu, donc ne comprennent pas pourquoi on les exclut, et en même temps une autre partie qui dit on ne peut pas être à la fois dedans et dehors. C'est un casse-tête absolu pour la direction de ce parti. Pourquoi ils le font maintenant ? Ils le font maintenant parce qu'il y avait les sénatoriales avant, donc Gérard Larcher avait dit ne m'embêtez pas avec cette histoire-là, et qu'il va y avoir l'élection de Laurent Wauquiez dans pas longtemps, donc la fenêtre de tir était... Mais c'est un poison lent qui se diffuse, parce qu'on voit bien que certains excluent, parce qu'ils vont bien finir par les exclure, parce que la deuxième fois, c'est pas grave s'il n'y a pas le quorum, on peut quand même les exclure la deuxième fois. Donc, qui vont porter plainte, qui vont revendiquer. Il va y avoir évidemment des départs dans la foulée de celui d'Alain Lamassoure. Un certain nombre de personnalités très importantes du parti ne s'expriment pas pour l'instant. Je pense à Valérie Pécresse, à Xavier Bertrand, on a entendu un petit peu Christian Estrosi, mais il y a vraiment des poids lourds de ce parti qui ne s'expriment pas. Et quand on ne s'exprime pas dans ces cas-là, c'est qu'on est mal à l'aise avec les décisions prises. Et en même temps, il est très compliqué pour un mouvement politique de dire de se poser comme opposant à un gouvernement dont on a des membres. Donc alors, dans ces cas-là, ce qu'on fait, invraisemblable. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se tourne vers ses sympathisants pour essayer de savoir où est le point d'équilibre. Qu'est-ce que disent les sympathisants ? Il en reste quand même des sympathisants des Républicains. Il y en a moins qu'avant, puisque quand on regarde les structures, d'abord le volume et les structures des sympathisants des différents partis, avant et après l'irruption de la République en marche. Bon, on voit que la REM, comme le Parti socialiste, a diminué. C'est-à-dire qu'on a moins de sympathisants, la REM, qu'avant. Mais leur sociologie a changé aussi. Ce sont beaucoup plus des femmes qu'avant. Et ce sont des sympathisants qui sont encore plus âgés qu'avant. Donc on a une sociologie qui se rétrécit, ce sont toujours des sympathisants aisés, mais qui se rétrécit. Alors à force de se rétrécir, vous finissez par être d'accord parce que vous êtes d'accord avec vous-même. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez une question clé, déterminante. Vanessa Schneider l'a bien dit, et légitime pour un parti, mais pour les Français, c'est de la popole.
Ça n'a aucun intérêt. C'est de la politique politicienne. Alors, l'histoire du quorum en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Mais sinon, savoir on va les exclure, on va pas les exclure. Derrière, il y a encore une fois, je crois, une question très légitime de cohérence et de positionnement du parti lui-même. Alors, je vous posais la question, peut-être que ma question n'était pas claire, mais est-ce que les sympathisants, les Républicains soutiennent la politique menée par Emmanuel Macron? Mais il y a environ 50 à 55% des sympathisants LR, donc de ceux qui continuent pourtant à se classer sympathisants LR, qui approuvent les décisions et la politique du gouvernement. Donc c'est là où on voit la difficulté extrême pour les LR, c'est qu'ils excluent de leur rang des gens qui sont dans un gouvernement et que leurs propres sympathisants approuvent, en tous les cas une moitié d'entre eux, approuvent en termes de politique suivie. Cactus, effectivement, impossible à gérer en l'état actuel, qui fait la fortune d'Emmanuel Macron et de La République En Marche, et qui, à mon avis, contribue encore plus à détourner les Français qui se disent « mais qu'est-ce que c'est que ces réunions et que ces débats ?» C'est pas ça les enjeux des Français. Et vous avez des clivages qui se cumulent. Il y a d'abord, vous savez, on disait il y a quelque temps, c'était l'ancien Premier ministre, il y a des gauches irréconciliables. On est en train de découvrir qu'il y a des droites irréconciliables. Et au fond, toutes ces palinodies recouvrent un phénomène de fond. Il y a des droites qui n'ont presque plus rien à se dire, surtout quand le pouvoir met en œuvre des réformes que la droite n'a pas eu le courage de mettre en œuvre dans le passé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le clivage phénoménal dans ces vieux partis, entre le noyau dur du parti, et comme l'a dit Brice Teinturier, ce noyau dur devient de plus en plus un petit noyau, et les électeurs que le parti est tout de même censé représenter. Il y a au fond des années-lumière maintenant entre la poignée de milliers d'adhérents qui iront dire leurs mots pour la présidence de LR et les électeurs LR. Ils ne représentent plus, au fond, les militants. C'est ça le drame des vieux partis. Les militants ne représentent plus leurs électeurs. Et nous passons maintenant à vos questions. N'y aurait-il pas eu un risque de fracturer ce parti si jeune avec une élection interne trop ouverte? Là, on parle de La République En Marche. Est-ce que c'était un risque s'il y avait eu tout un tas de candidats, un candidat représentant l'aile droite, un candidat représentant l'aile gauche? Oui. Mais je crois qu'il n'y a pas cette culture-là. Il n'y a pas cette culture encore du débat, si vous voulez, comme il y a pu y avoir au Parti Socialiste et comme il y a aujourd'hui, même si ce débat n'a pas lieu finalement, parce qu'il ne va pas avoir lieu chez les Républicains, il n'y a pas encore cette culture-là du débat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a la volonté de ne pas gêner le président de la République. Quand vous discutez avec les militants, quand vous discutez même avec les élus, qu'ils soient issus de la droite ou issus de la gauche, ils veulent absolument que ça marche. Parce que si ça marche, ça marchera pour eux aussi, dans leur vie politique, dans leur vie, dans leur engagement politique, ça voudra dire que ça sera un succès. Ça, c'est pour tous les élus, pas forcément pour La République En Marche. Si, parce que La République En Marche, c'est nouveau, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est difforme encore. Il faut vraiment lui mettre, je dirais, un cœur. Et ce cœur, pour le moment, le cœur, c'est Emmanuel Macron. Il faut lui donner encore davantage d'âme. Donc je ne crois pas qu'il y ait beaucoup, si vous voulez, y compris le 18 novembre à Lyon. C'est important, Lyon, puisque c'est la ville de Gérard Collomb qui, comme par hasard, est le soutien, celui qui vraiment a mouillé la chemise pour que Emmanuel Macron arrive à se dégager, notamment des socialistes. Ce jour-là, je ne pense pas qu'il y ait, vous ayez, comme au Parti socialiste jadis dans les congrès, la motion A, la motion B, la motion C, il n'y aura rien de tout ça. Ça sera tout le monde derrière Macron. Les Républicains vont adouber Wauquiez avec un semblant d'élection. Où est la différence? Non, il n'y a aucune. Il y aura. D'abord, là, ce sont les militants qui vont voter. C'est quand même une différence, parce que La République En Marche, on ne va pas demander aux adhérents leur avis. Donc c'est quand même une différence. Au Parti Socialiste ou chez les Républicains, on vote. D'ailleurs, ça sera très intéressant de voir combien de gens vont voter, puisque ça donnerait une indication de ce qui reste vraiment chez les Républicains. Après, évidemment, il n'y a pas de suspense non plus, puisqu'il y a un candidat qui est donné archi-favori, qui correspond à ce rétrécissement de la base dont parlait Brice Teinturier, vraiment de la base des militants LR. Et il y a des candidats qui vont tenter leur chance, mais le favori, c'est Laurent Wauquiez. Figure de figurant, presque. Je voudrais ajouter quelque chose sur les partis irréconciliables. Très vite. Je peux, très rapidement. Vous savez, le positionnement de Wauquiez, ce n'est pas un positionnement idéologique. Ça va être un positionnement opportuniste. Parce qu'il sait que l'espace
pour lui, il est là. Si jamais, et si d'aventure Macron échoue, que sa politique échoue complètement politiquement, vous allez voir que les irréconciliés vont se réconcilier. Moins débattre des personnes et plus des idées, n'est-ce pas nouveau? Alors, oui, mais attendez, là, on parle de l'élection LR. Il faut tout de même... Certes, il y a peu, apparemment, d'adhérents dans les réunions organisées par les candidats. Mais cependant, quand vous écoutez attentivement Florence Portelli, Maëlle de Calan, Laurent Wauquiez, il y a des idées. Il y a des idées, il y a des sensibilités de la formation Les Républicains différentes qui s'expriment. Et est-ce que, jusqu'au bout, Florence Portelli, Maëlle de Calan seront simplement des figurants? On verra. Les adhérents ont dans leurs mains, et regardez ce qui s'est passé auparavant. Aux primaires notamment. Voilà, lors des primaires. Donc il peut y avoir de la marge, même si en effet la clientèle, et Vanessa Schneider a raison, la clientèle de ces élections, ce n'est pas la clientèle des primaires, ce ne sont pas les électeurs. Celui qui avait créé la surprise lors des dernières élections contre Nicolas Sarkozy, c'était Bruno Le Maire, et Bruno Le Maire avait quand même une notoriété bien supérieure aux concurrents de Laurent Wauquiez. Est-ce impossible de changer les règles du jeu en politique? C'est difficile. C'est difficile, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'est difficile parce que la politique, c'est du temps long, c'est de l'histoire. On le voit bien d'ailleurs. On dit Emmanuel Macron, phénomène totalement nouveau. Oui, on en a parlé, on a montré les limites de cette nouveauté, mais regardez sa pratique des institutions. C'est le retour à la case départ. C'est-à-dire on reprend les institutions telles que le général de Gaulle les avait conçues en 1958 et on s'efforce d'être plus gaulliste que l'était le général. Macron, président de la République ou chef de parti? Non, Macron, président de la République. Et chef de parti. Il déteste les partis, Macron, il ne faut pas l'oublier. Il déteste les partis. D'ailleurs, son parti ne se veut pas être un parti. Il déteste les partis, mais il en voit l'utilité. Il a envie de gagner les prochaines élections. Justement, toute sa difficulté, c'est... Mais il va avoir beaucoup de mal là-dessus, d'essayer d'organiser quelque chose qui soit un mouvement, qui ne soit pas un parti. Il faudra qu'un jour, il revienne nous expliquer, même si tout le monde s'en moque complètement. Et de droite et de gauche, pardon. Et de gauche, donc tout ça, c'est compliqué. Non, c'est ce qu'il veut, lui, c'est occuper la fonction à l'Élysée de façon jupitérienne. Pourquoi Macron a-t-il préféré Castaner à Ferrand? Alors, Ferrand est déjà occupé avec les députés. Pourquoi il l'a préféré à Griveaux? Benjamin Griveaux. Voilà, parce que c'était les deux qui étaient véritablement en lice. J'imagine qu'il a considéré que le profil de Castaner, qui est un élu local, par rapport à celui de Griveaux, qui vient d'être élu, mais qui avait plus un profil de techno, une image plus parisienne contre une image plus provinciale, que ça correspondait, en tout cas que ça pouvait plaire à un plus grand nombre. Et je pense que Christophe Castaner avait plus de soutien aussi au sein des députés et de ses camarades du de la République En Marche. Un parti inféodé au président, comme l'était l'UNR au général de Gaulle, n'est-il pas un mal nécessaire pour redresser le pays? On a besoin d'un parti aux ordres. Non, aux ordres, pas forcément et uniquement aux ordres, parce que là, ça devient un parti godillot et il perd de sa crédibilité. Mais un parti qui est là pour relayer, déployer l'action gouvernementale, ça fait partie des attributs légitimes du parti qui soutient le pouvoir en place. En revanche, j'insiste à nouveau là-dessus, s'il ne se réduit qu'à cela, il s'assèche. Donc il faut aussi qu'il soit capable de faire remonter, et encore plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans, les aspirations de la société. La République En Marche, oui, allez-y. Si vous permettez, quand vous n'avez pas cet instrument, ce relais pour un président de la République, c'est grave. Et il y en a eu un, Valéry Giscard d'Estaing. Il a tenté de créer un parti du président, il n'y est pas arrivé, il n'a pas réussi à l'imposer par rapport au gaullisme. On a vu comment ça s'est terminé. Exemple, c'est François Hollande qui n'avait plus de relais. Voilà, et qui n'avait plus de relais du tout. La République En Marche n'est-elle pas une auberge espagnole? Oui, ça c'est l'expression. C'est l'expression. Mais c'est vrai que c'est par rapport à ce que vont être probablement les Républicains, qui ne seront pas du tout l'émanation de l'UMP telle qu'on l'a connue, c'est-à-dire la refondation, le rassemblement de centristes et de droite. Lui, c'est effectivement un parti qui est protéiforme. Ça va être compliqué comme travail pour Christophe Castaner, de faire travailler côte à côte des gens de droite et de gauche. Des gens de droite et de gauche, de présenter des candidats dans des régions qui seront peut-être plus de sensibilité de gauche et d'autres plus de sensibilité de droite. Enfin, vous voyez, ça va être compliqué. Pas uniquement de droite et de gauche, c'est aussi une sociologie qui est différente. Les partis politiques actuels, en ce moment, ils fonctionnent sur qui? Ils fonctionnent essentiellement sur des retraités. Et c'est vrai que
les adhérents d'En Marche sont des actifs, ils n'ont pas forcément le temps de passer des heures en réunion, de désigner des candidats et de faire de la politique politicienne. Les partis politiques du futur vont-ils avoir une durée de vie égale à celle d'un mandat présidentiel? Brice Teinturier. Non, je ne crois pas. Je pense que tout l'enjeu, c'est de structurer des mouvements qui vont au-delà de la seule élection, ou alors vous basculez dans des partis de supporters qui ne sont là que pour l'élection, mais ils ont une fonction qui est une fonction de think tank, d'élaboration idéologique et de capacité à produire des idées. C'est ça qui reste essentiel. Et c'est ça qui reste à faire pour S'ils ne le Christophe font pas, Castaner. ça C'est sèche. ça. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h20. Demain, vous retrouvez Bruce Toussaint pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.